Bonjour et bienvenue dans Gastronomiquement Vôtre, l'émission qui décortique le contenu de vos assiettes et les coulisses des restaurants. Peu de gens la méprisent, elle est incontournable dans notre quotidien, elle nous permet de mieux appréhender la vie, elle réconforte, nous sustente, nous passionne, elle nous fait virevolter, voyager, imaginer, elle a ses points communs avec la cuisine, je parle bien sûr de la musique. La musique dans la cuisine dans la musique, voilà le thème de notre dernière émission de la saison, j'en suis désolé messieurs, on se retrouvera en septembre sûrement, et voilà, il aime les choses simples de la gastronomie, mais quand il s'agit de ses oreilles, il n'apprécie que ce qui est structuré, complexe, de la musique classique au jazz, il vit avec passion, mélodie et cuisine. Bonjour Henri-Alexandre. Bonjour Michel, enfin une présentation à peu près sobre. C'est marrant, on disait que t'étais un peu réac sur la musique et je me suis pas trompé quoi. Conservateur. Voilà. Son âge le trahit, les voyages, sa passion pour l'Asie le trahissent aussi. Il représente cette génération au goût cosmopolite, au son électronique moderne et d'ailleurs. Bonjour Maxime. Bonjour Michel. Ça va, j'ai bon ? C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et quant à moi, j'aime le brut, les racines, le chaos, sans fioriture, dans sa simplicité, du blues en passant par le métal, le rock, le punk, le rap. Bonjour messieurs et bonjour chers auditeurs. Et auditrices ? Auditrices, oui. En fait, c'est compris dedans, moi c'est ça, aussi, non ? je suis réac sur la langue française. Bonjour à tous. C'est le auditeur neutre, tu vois, non genré, voilà. Ouais. J'y comprends plus rien, moi, ça. Mais tu fais comme moi, tu te prends pas la tête. Commençons par une symphonie, une fugue, un prélude, comme si manger s'est apparu avec l'homme, et la musique aussi. Ainsi, bon, ça, c'est pas insister que c'est un truc de vieux. Ainsi, mon cher Henri-Alexandre, ton très classique, conte-nous, voilà, je sais pas, Rossini, c'est ça ? Ouais, évidemment, quand on parle de musique et de gastronomie et de musique savante occidentale, je préfère dire ça, c'est un peu chiant et un peu peut-être pompeux, musique savante occidentale, mais en fait la musique classique, ça correspond à une période particulière de la musique qui est en gros la fin du XVIIIe siècle, et c'est principalement en Autriche et en Allemagne. Donc par extension, on dit musique classique pour, y compris par exemple Prokofiev ou Shostakovich, qui n'ont rien de classique au sens propre. Bon, cette parenthèse refermée, sinon on va perdre tout le monde. Quand on parle de musique savante occidentale, donc de la musique qu'on appelle improprement classique, et bien évidemment Rossini s'impose, puisque c'est pas simplement l'inventeur du tourne-dos que à peu près tout le monde connaît, et qu'on fait d'ailleurs toujours très mal. On va rappeler rapidement ce que c'est, hein. C'est un crouton de pain, enfin une tartine de pain beurré. Une rôtie, exactement, surmontée d'un filet de bœuf cuit saignant, le tout surmonté d'une belle tranche de foie gras extra poêlé, trois belles lamelles de truffe noire, mélanosporum, et une sauce au madère. Voilà, c'est ça le vrai Rossini. Il y a beaucoup de versions sans truffe on peut faire ce qu'on veut après, mais enfin le tourne de Rossini, c'est évidemment non, on fait pas ce qu'on veut. T'insistes toujours en disant on fait pas ce qu'on veut. Rossini, il y a de la truffe. On peut faire ce qu'on veut du moment qu'on m'invite pas, ça se passe bien. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que outre le tourne-dos de notre ami Rossini, il y a beaucoup d'autres recettes, et puis il y a surtout une vie qui est totalement tournée vers la cuisine. C'était vraiment ça. Il a même dit qu'il avait regretté de ne pas être charcutier. Il était né à Pesaro, dans un pays de cocaïne italien où on savait manger, et il aurait pu faire un apprentissage, ou en tout cas il a fait un stage, je crois, et il aurait préféré cette carrière-là. D'ailleurs, sa carrière de musicien, c'est très étonnant. C'est quand même il a arrêté à 37 ans avec Guillaume Tell, c'est son dernier opéra, et après il n'a plus rien écrit comme musique jusqu'à la fin de sa vie, c'est-à-dire presque 40 ans plus tard. Et sa passion, c'était vraiment de se consacrer à la gastronomie, mais à un point, il faisait venir du riz spécialement d'Italie, il faisait venir son parmesan, il passait des soirées chez lui parce qu'il avait quand même beaucoup d'argent, donc il invitait des fêtes très, très majestueuses avec des amis de l'époque qui s'appelaient Alexandre Dumas, Eugène Delacroix, Honoré de Balzac, qui venaient faire des agapes chez lui. Il avait vraiment une passion pour ça. Et il y a même des œuvres de vieillesse qui s'appellent les péchés de vieillesse, justement, qu'il a écrites. Alors
il a presque rien écrit sauf ces toutes petites pièces qui portent le nom de cornichons, anchois, beurre, amandes, raisins secs. Donc c'est vraiment ça. Il avait même inventé, fait construire une seringue pour farcir les macaronis de foie gras et foie gras truffé. Ah oui, ça je l'avais vu, ça. Oui, c'est très drôle. Donc c'est vraiment, on dirait aujourd'hui un vrai macaroni, c'est tout petit, quoi. Ouais, alors souvent en fait ces recettes tournaient beaucoup autour de choses très riches qui étaient la crème, le parmesan et puis surtout le foie gras et la truffe. Il appelait la truffe le Mozart des champignons parce que Rossini a toujours été un peu complexé par Mozart, dont il savait que, même si Rossini est un compositeur assez génial, il n'avait pas le génie absolu de Mozart, donc il disait la truffe c'est le Mozart des champignons, et il en mettait partout. C'est une époque où c'était peut-être, j'ai toujours pensé que c'était moins coûteux qu'aujourd'hui, parce que vous confirmez l'un et l'autre, on en voit dans les vieilles recettes, ils mettent de la truffe, comme on mettrait à tout bout de champ. C'était prolifique, et c'était souvent à l'état sauvage, donc... Sauf que l'homme est passé par là, quoi. Voilà. On a tout foutu en l'air, encore une fois. Et donc, c'est vrai, quand on ouvre un escoffier, etc., il y a toujours on finit par quelques lamelles de truffe, ou des brisures de truffe, ou de la truffe. Alors, c'est vrai que dans la cuisine de Rossini, c'est une cuisine assez riche. Les foie gras et truffes sont un peu les deux mamelles de sa cuisine. Et c'est vraiment une vie consacrée à ça. Ça se voyait, d'après Théophile Gautier, qui était un peu acide, son ami quand même, il disait ça fait au moins 6 ans qu'il n'a pas vu ses pieds. C'est joliment dit. C'est plus poli que la version moderne. Mais Rossini, c'est tu disais Dumas aussi. Alexandre Dumas, oui, parce qui était que lui aussi avait du mal à voir ses pieds, si je me rappelle. Je vous rappellerai pas la blague d'Artus parce qu'elle est moins correcte. On va éviter. Rossini encore. Non. Rossini encore, eh bien écoute, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? On peut dire que il avait son rond de serviette dans les meilleurs restaurants de la capitale, aussi notamment à la Tour d'Argent. Si on revient sur le tourne-dos, on ne sait pas exactement l'attribution. Tu sais, des histoires de cuisine, c'est toujours un peu ça. Est-ce que c'est Marc-Antoine Carême qui était le Bocuse de l'époque ? Est-ce que c'est Moisson qui était aussi un très très grand cuisinier ? Est-ce que c'est Dugléré que les élèves de CAP connaissent bien, parce qu'on leur fait faire toujours la sauce Dugléré. Adolphe Dugléré, déjà, avec un prénom pareil, on aurait dû se méfier. Trêve de bêtises. Donc, est-ce que c'est Dugléré, Moisson ? Est-ce que c'est Carême ? Ce qui est sûr, c'est qu'Escoffier l'a codifié ensuite dans son ouvrage, et dès lors qu'Escoffier a écrit quelque chose, ça rentre c'est la panthéonisation, l'escoffierisation de la cuisine. L'attribution exacte, on ne sait pas. Toujours est-il qu'il fréquentait... il faut vraiment imaginer quelqu'un dont on pourrait dire un maniaque de la bouffe, quoi, aujourd'hui, on dirait. C'est-à-dire qu'il passait ses journées à soit commander des choses, des produits d'exception, soit aller au restaurant à la Tour d'Argent ou à d'autres restaurants très prestigieux, soit inviter des gens. Il disait pour lui la vie était le plaisir de la vie, c'était manger et déguster. Je fais une discrétion, mais parce que c'était pas de la musique, c'était Maupassant, mais Maupassant a écrit des bouquins de cuisine aussi, voilà, je pense qu'il y a tout ce monde qui gravite autour des gens lettrés, de la musique classique, et qui sont amoureux de la bouffe, généralement. On a rarement vu qui... Il y a des contre-exemples, tu sais, il y avait Frédéric Chopin qui devait manger de temps en temps une feuille d'arbre qui pesait 46 kg 7 pour 1m70. Enfin, tu vois, c'était pas sa passion, mais il y a des ou sec. Mais c'est vrai que oui, il y a les plaisirs de la table sont souvent les plaisirs aussi des artistes de l'époque, mais pas à ce point-là, quoi. Il y a vraiment chez Rossini une espèce de fascination. Il dit qu'il a pleuré 3 fois. Je crois que c'est pour le désastre du Barbier de Séville, parce que ça a été un vrai fiasco, alors qu'aujourd'hui c'est un des opéras les plus joués dans le monde. Ça a été une autre fois pour je sais plus quelle. Et la 3e, c'était une dinde farcie à la truffe qui est tombée malencontreusement d'une barque lors d'une partie de campagne et qui est tombée dans l'eau. Et il dit c'est les 3 fois où j'ai pleuré. Voilà. Joli. Mais moi la musique classique, je dis pas. Si, ça m'arrive, même sur mon poste de voiture, de temps en temps, voilà, un peu de zénitude. Ou même, tu disais Guillaume Tell, j'adore, quoi. Guillaume Tell. Ah oui, c'est très lourd. Mince, comment c'est la fugue je l'ai plus. Un grand classique. Toccata et fugue de Bach. Aussi, la toccata, j'aime beaucoup. Qui fait les Valkyries, voilà, il y a des choses. Et des trucs qui saisissent. Ouais. Et je pense toujours à ces films où t'as cette musique classique qui accompagne les plats, genre le Festin de Babette, c'est très beau. Des choses comme ça. Où en fait, on s'aperçoit pas, mais la musique, elle est hyper importante dans ces films, et ça souligne la gastronomie,
le côté festif. Ou dans Le souvent. Paris avec Didier Bourdon et Bernard Campan. Oui. Quand ils mangent là. Non, mais voilà ça. Je sais plus, il y a de la musique. Je sais plus s'il y a de la musique. Oui, si, il y en a. Il y en a. Mais ça souligne l'importance. Quand généralement il y a de la bouffe et que c'est festif dans un film, c'est musique classique. Hein. Oui, Je bien dis ça, sûr. je généralise. Parce que les gens ne s'aperçoivent pas qu'ils aiment la musique classique. Pareil, dans un autre domaine, tout le monde pense que la musique c'est fini, que c'était 18e, 19e siècle. Or, il y a toujours des compositeurs de musique classique Oui. aujourd'hui. Musique savante. Voilà. Ah, bien sûr. Et c'est, comme je le disais, souvent à travers le cinéma qu'on découvre des nouveaux auteurs, alors qu'il y en a d'autres dans d'autres domaines aussi. Hein. C'est pas que les musiques de pub, comme disait Maxime. Avec malheureusement beaucoup de musiques de films qui sont écrites par IA maintenant, quand même, vraiment de plus en plus. Ouais, alors, je vais faire de la pub pour une plateforme. Deezer a fait un outil qui te permet de détecter si c'est de la musique créée par intelligence artificielle ou pas, sur toutes les autres plateformes. Le problème, c'est que sur YouTube ou sur Spotify, tu peux mettre le lien et ça te détecte aussi sur les autres plateformes si c'est de l'IA ou pas. Ça veut bien dire que l'oreille humaine devient incapable. Moi, je suis incapable de t'écouter. Si on me fait par IA une fausse symphonie du XVIIIe siècle qui ressemble peut-être pas du Mozart, mais en tout cas un compositeur un peu inférieur, je peux pas te dire que c'est un faux ou un vrai, parce que c'est vraiment parfaitement fait en fait. C'est ça le sujet, c'est que donc on est obligé on peut pas déceler ça. C'est trompeur. Voilà, c'est 50% de la musique sur Deezer, pareil sur Spotify, c'est effrayant. C'est comme les ovoproduits dans les desserts, c'est indétectable. C'est vrai. Alors les ovoproduits, c'est les blancs d'œufs liquides et les jaunes d'œufs liquides. Voilà, qu'on achète en bidon ou en poudre. Hein. Alors en poudre, je connais moins, mais en bidon parfois. Je citerai personne, mais c'est vrai que c'est très utilisé. Et dans une mousse au chocolat, si on fait du blanc d'œuf en bouteille, si on en fait beaucoup, c'est pratique et oui, non mais faut pas. On a fait une émission là-dessus. On peut récupérer tous ces blancs, les congeler. Oui, mais c'est plus compliqué. Et du coup, on fait soi-même de l'ovoproduit. C'est ça qui est pas mal. Je vous ai raconté l'histoire du blanc d'œuf là. Après, je finis. Mon temps est écoulé. Hein, non, ça m'a. Comment dire. Je trouve ça très intéressant parce qu'on est aujourd'hui dans une époque où les normes d'hygiène sont, alors pour le meilleur, pour le pire, sans doute que pour certains établissements, si on parle aux hôpitaux, etc. Et encore, il y aurait beaucoup à dire parce qu'on leur donne une bouffe de mort qui leur donne envie, en tout cas, de passer l'arme à gauche. Mais c'est vrai, les normes d'hygiène font qu'on est dans des trucs où C'est juste parce que t'as dit ovoproduits. Hein, non, c'est parce que je pensais à un ancien pâtissier de chez Alain Passard qui disait que pour bien monter les soufflés à la minute qui étaient réclamés, alors qu'on ne les montait pas d'avance évidemment, on mettait du blanc d'œuf dans des plaques qu'on mettait sous les fours et ça faisait une espèce de croûte. Alors que le blanc d'œuf,